Notre protagoniste, un véritable aspirant, fou des arts martiaux, voulait être le meilleur des meilleurs. Mais au fond, il savait déjà que c'était une affaire plus compliquée que de gagner à la loterie. Genre, ça n'arriverait jamais, peu importe combien il se donnait du mal. Malgré cela, la détermination de ce gars était incroyable et, avec une volonté de faire, il décida de suivre une légende qui circulait de bouche à oreille comme une bonne tequila à une fête. La légende disait qu'il y avait un fruit doré caché dans un sanctuaire gardé par un dragon plus féroce que le croque-mitaine, tu vois. On dit que ce fruit est la clé de l'immortalité et, après une bataille plus épique que la finale d'un championnat, notre protagoniste, avec beaucoup d'efforts, réussit enfin à mettre la main sur cette relique dorée. Il était tellement choqué qu'il semblait avoir vu le Père Noël. Il s'assit sur le cadavre du dragon comme s'il était le roi du monde et pensait seulement à croquer dans ce fruit ou avec une confiance que lui seul possédait. Il pensait qu'en mangeant le fruit, il atteindrait enfin le sommet des arts martiaux, comme si c'était si simple. Le nom de notre héros était Gilfis Eldridgen, le gars le plus craint et respecté dans le monde des arts martiaux. Il était genre Chuck Norris de l'univers, tu vois? Mais des décennies plus tard, la vie avait un sens ironique et Gilfis était là, vieux et au bord de la mort, comme un rocker après un concert. Wahoo, il était entouré de sa famille et, à ses côtés, son fils aîné, Jillian, avec un air de celui qui venait de perdre la finale du championnat. Gilfis remarque que son fils a l'air triste et essaie de le remonter en lui disant d'être gentil, parce que regarde, son heure est venue et il n'y a pas grand-chose à faire. Jillian, pauvre gars, était vraiment très triste, puisqu'il était sur le point de perdre son père. Une sorte de rediffusion du film tragique de sa vie, il avait déjà perdu sa mère. Alors que Gilfis s'approche de la mort, il ne peut s'empêcher de penser au fruit de l'immortalité. Et, tout à coup, il réalise. Le fruit était un grand mensonge. Mais attends, il se console d'une manière étrange, car au fond, il savait qu'il avait été béni avec une femme et des enfants qui valent de l'or. Il dit à sa famille qu'il a eu une bonne vie et qu'il n'a pas de regrets. Mais en vérité, c'était une grande hypocrisie, car il en voulait beaucoup plus de ce monde. Gilfis se reproche essentiellement de ne pas avoir eu plus de temps pour être le roi des arts martiaux. Il devait penser qu'il aurait pu faire beaucoup de choses. Quelques instants plus tard, le gars ferme simplement les yeux et, en un clin d'œil, les rouvre à nouveau, comme s'il avait appuyé sur le bouton de relecture. Il se dit « Oh mince », sans savoir s'il était en train de rêver. Ou il était devenu un fantôme parce que tout semblait bien différent. La sensation d'un corps léger le fait penser que « Attends, ce n'est pas normal ». En regardant vers le bas, il se rend compte qu'il a des mains de bébé. C'était déjà plutôt bizarre, et c'est à ce moment-là qu'il réalise que « Ah, ce n'est pas qu'une impression. Il est un bébé et il est dans un berceau. Putain, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais essaie de se calmer. Bon, il était une étoile à 10 sur sa vie précédente. Ce n'est pas possible. » Dans un air de désespoir total, il commence à se demander qui était le fou qui a fait ça avec lui, et comment cela a bien pu arriver à la roulette de la vie. Puis, tout à coup, il réalise que le fameux fruit de l'immortalité n'était pas du tout ce qu'il imaginait. Ce n'était pas pour le festin de la vie. Non, monsieur. Le véritable pouvoir du fruit était la réincarnation, et non l'immortalité, comme il l'avait soupçonné. Regarde-moi ça. Ça le fait un peu sourire, parce qu'au fond, il pense que cette capacité pourrait être sa plus grande chance, même si c'est un sacré bazar. Avec ça, il s'imagine déjà enfin atteignant le summum des arts martiaux, comme si toute cette histoire folle n'était qu'une étape vers cela. Il jette un coup d'œil autour de lui et voit d'autres bébés dans la même situation. Et réalisant qu'il est dans un bâtiment séparé, il conclut qu'il doit être réincarné dans la famille Eldragon. Mais mec, il commence à se demander ce qui se passe. Avec autant de bébés dans cette chambre, la situation devient encore plus folle lorsque des servantes entrent dans la pièce avec des biberons qui ressemblaient plus à des armes de guerre. Elles prennent un des berceaux et sortent un bébé gobelin pour le nourrir. Là, le type commence déjà à penser comment ces choses peuvent être normales. Giles est choqué de voir un gobelin et se demande ce que ses servantes, avec des airs de folle, préparent. Après avoir donné une substance mystérieuse au gobelin, tout à coup cela explose. Et, mon ami, c'est du sang partout. Ce qui reste, c'est du sang sur le visage de Gilf, qui ne croit pas qu'il est au milieu d'une scène digne d'un film d'horreur. Il est en état de choc et la peur parcourt son corps, tandis qu'il essaie de découvrir ce qu'il y a dans la bouteille. Les servantes, avec le calme de celles qui n'en ont rien à faire, décident qu'il est temps de diluer la boisson et de continuer à nourrir les enfants. Gilfs est attrapé par l'une d'elles alors
alors qu'il essaie de découvrir ce qu'ils ont donné à manger au gobelin qui a causé cette explosion apocalyptique. Il parvient à voir clairement que le contenu de la bouteille n'était pas du lait, mais semblait quelque chose de plein de magie. Il n'arrive pas à croire que ses servantes, qui n'ont pas l'air d'avoir l'esprit clair, donnent quelque chose d'aussi dangereux au bébé. La servante lui fourre un morceau de bois dans la bouche et, en goûtant le contenu, Gilfis réalise enfin qu'il s'agit de sang de dragon ancestral. C'est fou, le protagoniste n'arrive tout simplement pas à croire que les servantes sont assez folles pour faire boire du sang de dragon au bébé. C'est surréaliste. Il comprend finalement pourquoi quelqu'un a parlé de le diluer. Il décide qu'il doit cracher cette substance. Mais mince, il se souvient qu'il a avalé un peu de ce sang. Quelle affaire, hein? Cependant, il conclut qu'une minime quantité ne va pas le tuer, n'est-ce pas? Maintenant, il est en mode vivre ou mourir. Ainsi, il réalise que les autres bébés crachent aussi la substance et décide que c'est la meilleure solution avant que son estomac n'explose. C'est un sacré bazar. À ce moment précis, il se rend compte que cracher pourrait être une erreur. Mais qui peut blâmer le garçon d'essayer de survivre dans ce monde fou? Ah, mais il finit par comprendre que s'il absorbe tout le pouvoir magique de cette merde, il pourrait surpasser son ancien moi et atteindre le sommet des arts martiaux. Quel plan, hein? Le gars ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il prend la décision de tirer parti de la situation. Après tout, survivre est la priorité. Avec courage, il boit toute la bouteille, défiant tout le monde avec l'expression de celui qui crie « Ne me dérangez pas ». Même la servante est choquée de voir Gilfis dévorer avec joie ce sang de dragon. Qu'est-ce qu'elle a pu penser, hein? D'un autre côté, la servante est aussi contente, puisque les choses se déroulent en sa faveur. Après tout, quelle belle coïncidence! Une fois qu'il a fini de boire tout le biberon, le garçon est remis dans le berceau, parce que, un bébé doit dormir. Et il se rend compte que les autres bébés ont aussi survécu à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il semble que tout le monde est plus vivant que jamais. Comme un bébé normal, il commence bientôt à avoir sommeil après avoir dévoré ce repas. Le petit est tranquille. 7 ans plus tard, on voit Gilfis en train de faire quoi? Pratiquer ses compétences de force en mettant une pierre sur ses pieds tout en faisant des pompes d'une main. Le gars est redoutable et il va jusqu'à 1000 pompes avant de repousser la pierre au loin, comme pour dire « Je suis le papa de la force ». Il regarde son corps musclé et admet qu'il a adoré cette transformation. C'est genre « Ouah, je me suis surpassé ». Apparemment, maintenant Gilfis s'appelle Zik Eldrigan. Le nom doit avoir du poids. Non, Zack attribue toute sa force à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le garçon jure parce qu'il aime le plus. C'est de là que vient cette force. Le sang du dragon semblait contenir une quantité immense de pouvoir, et même les bébés qui en avaient seulement un peu avaient des corps plus forts que beaucoup d'humains ordinaires, grâce au véritable pouvoir du dragon divin qu'ils avaient déjà absorbé dans leur vie passée. Zack a réussi à aspirer chaque goutte du pouvoir unique du dragon ancestral, et le garçon a subi une transformation qui l'a laissé choqué. Il ne croyait pas ce que ses yeux étaient en train de revoir, mais évidemment, Zack réalise qu'il est encore un guerrier d'une étoile, ce qui le rend embarrassé, car il s'attendait à avoir au moins 4 étoiles pour se sécuriser. Essentiellement, une étoile est comme la véritable source de pouvoir de quelqu'un qui est comprimé jusqu'à sa limite. Le problème est réel. Ici, la personne doit visualiser son corps sans pression, sauf que les difficultés augmentent à chaque étoile. Et comme si cela ne suffisait pas, Zack, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le niveau de 10 étoiles, devenant la seule personne dans ce monde à accomplir cet exploit épique. Cela fait maintenant 7 ans que Zack est né en tant que fils de l'actuel chef de la famille Dragon. Mais quelle déception! Il est un enfant illégitime, c'est-à-dire qu'il est dans la merde. Et comme si cela ne suffisait pas, sa mère est déjà morte et son père n'est jamais apparu. Quelle situation, hein? Zack ne peut pas croire qu'il a un père aussi nul. Mon Dieu, ça doit faire mal. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard, lorsque le monde est devenu une arène où les faibles se font avoir par les mains des forts. La vie n'est pas facile. De plus, il existe un rituel fou appelé le jugement du dragon. Quel nom, hein? Juste pour faire plus peur. Seuls les bébés qui survivent en buvant du sang doivent être formés comme guerriers du dragon. Mais notre héros Zack n'a reçu aucun entraînement. Quelle erreur!
Il essaie de poser quelques questions à la domestique, mais elle répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à dire quoi que ce soit. J'ai l'impression que cet endroit est un peu suspect. Zeg se confie à la domestique, lui rappelant que ceux qui réussissent pour le test doivent recevoir un entraînement de combat. Mais, comme toujours, il est entouré uniquement de domestiques et ne voit aucun instructeur en vue. La domestique agit comme une poupée. « As-tu besoin de quelque chose? » Mais notre héros répond qu'il va bien, qu'il n'a besoin de rien, juste d'un entraînement. Et ainsi, le problème continue, car Zach est en quête de réponse et personne ne collabore. En fait, Zach trouve sa propre voie, car il se concentre davantage sur le renforcement de son corps. Plutôt que de rester à s'entraîner au combat comme un malade, Zik, avec ce regard malicieux, demande à la domestique si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale. Mais bien sûr, elle lâche la même réponse que d'habitude. La maline n'a pas la liberté de parler. Zik, tentant un dernier coup, essaie de lui arracher une réponse, mais la domestique est en mode silence total. Énervé à mort, Zach se demande si c'est la seule information que cette domestique est capable de donner. Alors, il s'attaque directement et lui demande s'il est dans cette maison juste pour être maltraité. Mais la domestique dément en balançant qu'ils ont reçu des ordres pour répondre à tous ses besoins. La lumière s'allume chez Zik. Il réalise que la domestique est une guerrière et que, si elle mêlait un entraînement de combat, elle pourrait être la clé. C'est absurde. Le gars vit avec une domestique depuis 3 ans et la connexion entre les deux est nulle, comme zéro. Zik attend une réponse, mais la domestique l'ignore maintenant, comme s'il était un fantôme. Et puis il entre dans la forêt et, comme s'il n'y avait pas de lendemain, mange une poignée d'herbes vénéneuses. Ce goût horrible, insupportable. Mais il s'en fiche parce qu'il voit tout cela comme une partie de son entraînement fou. Tout à coup, le gars remarque qu'il est suivi et une légère trace insiste à suivre ses pas. Et il reste là, se demandant pourquoi quelqu'un le suivrait. Sans se montrer, mais ignorant la présence mystérieuse, il se concentre sur ce qui est devant lui et bam! Il se retrouve face à un sanglier furieux qui le vise. Il remarque une brume noire qui émanait de la personne qui le suivait, qu'il n'a jamais vue de sa vie. Cela le rend confus, n'ayant aucune idée de ce qui se passe là. Malgré cela, Zach se présente au sanglier et devinez quoi? La bête s'élance vers lui. Zach affiche ce sourire malin en remarquant que le sanglier a enfin prêté attention à lui. Il adopte la posture parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Et, lorsque le sanglier est en terrain découvert, Zach donne un coup de poing dans le ventre de la bête. L'impact est si violent qu'il semble qu'il a remixé les entrailles du sanglier, tuant le pauvre avec un seul coup. Zik est abasourdi, du genre « Comment ça? Un léger toucher d'un gars qui est un joueur d'une étoile a désactivé un sanglier. » Il réalise que ce qui compte vraiment, c'est la qualité de l'étoile, et non la quantité. Alors, Zik, tout fier, prend le sanglier et le jette sur son épaule en revenant chez lui. Il en a marre d'être seul et commence à penser à partir pour une grande aventure. Mais il se rend vite compte que la mer est le seul endroit qui attend son esprit aventurier, même s'il veut aller n'importe où. Pendant ce temps, le type étrange qui suivait Zik reste bouche bée, incapable de croire que le gars a battu un sanglier d'un seul coup de poing, sans jamais avoir entraîné le moindre muscle. De plus, il n'arrive tout simplement pas à croire que Zik a réalisé qu'il était caché là, comme un ninja. Le type en conclut que Zik n'est pas un enfant normal, pas comme la mère de Zik, qui est morte jeune, et le père qui ne se souciait même pas de lui. Il devient clair que l'éducation qu'il a reçue était basique, voire pourrie. Pourtant, il ne peut pas fuir parce qu'il est le fils du chef de la famille et qu'il a toujours un œil sur tout. Le gars réalise que la bagarre devient de plus en plus intéressante et qu'il est simplement en train de regarder Zach rentre chez lui et sent déjà qu'il a des visiteurs. Une ambiance différente dans l'air. Il capte l'énergie du groupe et se demande ce qu'il prévoit d'inscrire à l'agenda des embrouilles, se dirigeant vers la porte pour faire quelques blagues dans la conversation. D'après ce qu'il perçoit, il ne sent pas l'intention de tuer dans la discussion. Puis, enfin, il ouvre la porte et se retrouve face aux hommes dans le salon, leur demandant ce qu'ils veulent. Le protagoniste remarque vite que les gars devant lui portent l'emblème de Zé, les dragons, sur leurs vêtements. Genre, on ne peut pas perdre cette information, non? Ça ne fait qu'augmenter sa curiosité, qui lui fait demander, tout confus, ce que ces cinglés veulent de lui. Là, dans le feu de l'action, les hommes lâchent la bombe. Ils sont venus chercher Zach parce qu'il doit passer un examen. Autrement dit, un truc complètement fou dont il ne savait même pas qu'il allait se produire. Le pauvre Zach faillit perdre la tête en entendant ça.
Personne ne l'a averti d'aucun examen. C'est une sacrée surprise. Ensuite, Zeke est emmené à la maison principale et il pense « C'est quoi ce délire? Je n'arrive pas à croire que je suis de retour après 1000 ans loin de cet endroit. » Rapidement, les hommes commencent à l'habiller avec l'uniforme scolaire et Zeke se demande si c'est une école de magie ou un établissement traditionnel. Et là, la révélation arrive. Il n'a pas été amené à la maison principale pour le luxe, mais pour fréquenter une académie connue sous le nom de Ninro do Dragão. Cette académie est en quelque sorte le repère des Eldragons et toute la famille rêve d'y être inscrit. Ça ressemblait même à une publicité de folie. Le truc, c'est que pour entrer dans cette académie, tous reçoivent une éducation à 7 ans et aujourd'hui, c'est le jour du concours d'entrée, tu vois. Sauf que Zach n'a reçu aucune éducation. Genre, il est complètement perdu dans cette histoire. Et il est devenu évident qu'il ne peut pas échapper à l'examen, parce que c'est obligatoire. Et c'est pour ça que les gars l'ont traîné là depuis les bois où il était. La frustration de Zach est à des niveaux extrêmes, et il ne peut s'empêcher d'abaisser la tête, ressentant un poids énorme de douleur. Pendant ce temps, les autres élèves passent comme si de rien n'était. Et là, un d'eux, le Langos que tout le monde utilise, s'approche. Langos, de la ville d'Old School, demande à Zach s'il est tranquille ou s'il traverse des difficultés. À ce moment-là, Zach devient tout méfiant et répond de manière brusque, lui demandant en pleine face ce qu'il veut. Langos, gêné, dit qu'il essayait juste d'aider parce qu'il voit que Zach a la tête pleine de soucis. Hein, Zach? En choc, il réalise que Langos est timide, mais qu'il a un pouvoir caché. C'est quelque chose de vraiment curieux. Malgré tout, il décide de se lever et s'excuse pour sa brusquerie, parce que, bon, soyons civilisés. Zach se présente et dit qu'il est juste confus sur ce que ses chefs de famille pensent de Furdrift, de faire avec lui. Tu vois? Alors, Langos répond que le contenu de l'examen ne change pas chaque année. C'est un truc que tout le monde doit connaître. Mais Zach, avec cette tête de celui qui ne sait rien, explique qu'en fait, il n'a aucune idée de ce qui va se passer à l'examen. Et ça choque Langos. Langos se dit « Qu'est-ce que le mec ne sait vraiment rien de la merde qui arrive? » Et il commence à se demander si Zach va réussir à l'examen, étant donné qu'il est complètement à l'ouest. Décidé à aider, Langos décide d'expliquer à Zach comment les choses fonctionnent ici. Mais juste au moment où il allait parler, un groupe de brutes apparaît de nulle part et traite Langos de nain. Tu comprends? Zach, avec un air stupéfait, ne peut pas croire qu'on appelle Langos nain comme ça à la face du monde. Les brutes ont le Retinho, un gars de la ville d'Old Scale, comme leader, et il commence à se moquer de Langos. Le Retinho débarque et demande « Que fait le nain, comme toi, ici pour l'examen? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi pour jouer, petit poisson? » Langos, pauvre, essaie encore de comprendre toute la situation en répondant qu'il est là pour l'examen. Mais bien sûr, ça fait juste péter un câble au Ratigno qui se met à crier sur lui comme si le monde allait s'arrêter. Retigno ne manque pas l'occasion de faire une piqûre de rappel et dit à Langos de se souvenir qu'il est un déchet complet, en affirmant qu'il n'a aucune chance d'entrer à l'académie. Et le Retigno, hein? Il est là, mort de rire de Zach tout en faisant la comparaison avec le père de Zach, disant que c'est juste un dragon en plastique. Zach, qui n'est pas dupe, remarque que Langos est sur le point de perdre patience, parce que le gamin a le poing serré comme s'il était prêt à exploser. Un petit vent. Et juste pour que vous compreniez le contexte, la famille Dragon a une structure tout organisée, avec un monarque absolu qui règne sur le territoire. Et les nouveaux, eux, sont appelés de petits dragons. C'est un peu comme un titre d'honneur, si vous voyez ce que je veux dire. Les soldats ordinaires sont appelés jeunes dragons, et la classe des capitaines, eux, ce sont les dragons adultes, un respect total. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouvent les dragons d'action, qui sont les gars les plus respectés et puissants du groupe. Mais attendez, parce qu'il y a un niveau très bas réservé aux déchets de la société, qui sont appelés dragons faux. Ces dragons faux sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon, ou qui n'ont pas terminé l'académie, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans la mouise. Langos veut vraiment montrer que lui et d'autres comme lui ne sont pas des faux, mais des vrais. Et là, Zach, qui est au milieu du débat, décide d'intervenir et demande à Retim comment il peut savoir que Langos est un déchet, alors que le gars n'a même pas encore passé l'examen. Retim est tellement choqué par l'audace de Zach qu'il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui, presque en crachant du feu. Zach, d'un calme olympien, répond que tout va bien, mais il veut juste comprendre pourquoi Retim
pense qu'il est impossible que Lengos entre à l'académie. Et Rhythm, alors, dit que des gens comme Lengos sont faibles, vous voyez, un véritable déni. Et Zach, en toute honnêteté, est choqué par cette déclaration et rétorque que Lengos est plus fort que Rhythm et sa bande de déchets, une réponse qui fait trembler l'atmosphère. Rhythm, qui n'aimait déjà pas la situation, lâche une question remplie de colère, demandant si Zach sous-entend qu'ils sont inférieurs à un gamin comme Lengos. Mais avant que tout n'explose et qu'une bagarre n'éclate, un examinateur apparaît pour avertir que l'examen d'admission est à 1000 à l'heure et va bientôt commencer. Il dit alors aux candidats qu'ils doivent choisir un numéro dès qu'ils s'inscrivent, comme une loterie pour voir qui aura de la chance. Rhythm regarde Zach avec un air de dégoût, promettant de garder son visage en mémoire, comme un revanchard. Zach, surpris par le visage fermé de Rhythm, se demande pourquoi ces jeunes modernes sont si de mauvaise humeur, comme si le monde entier s'effondrait. Lengos, qui est à l'écoute, entend Zach parler ainsi et réalise qu'en fait, ils sont tous à peu près du même âge. Il finit par dire que n'importe qui serait furieux d'être traité de faible, sauf que cela semble être un tabou entre eux. Zach, alors, avec cette curiosité malicieuse, demande si l'examen est obligatoire. Et Lengos répond que oui, mais que ceux qui pensent ne pas être prêts peuvent brûler partir quand ils veulent. Zach est surpris par cette nouvelle, mais pour Lengos, cela ne fait que confirmer que Zach est déconnecté de tout. Lengos, pensif, suggère que si Zach a peur, il vaudrait mieux qu'il abandonne. Parce que l'épreuve peut être un véritable casse-tête. Zach, ferme et costaud, fait clairement comprendre qu'il ne va pas abandonner, même si la vache tousse. Lengos ne peut pas cacher sa surprise en voyant tant de confiance en Zach, même sans avoir la moindre idée de ce qui l'attend. Zach suggère alors d'accélérer le pas, car avant qu'il ne s'en rende compte, l'épreuve pourrait déjà avoir commencé. Pendant ce temps, tous les candidats sont rassemblés, presque dans une atmosphère de bataille qui se forme. L'examinateur est à l'avant, tout pompeux, prêt à donner les détails de cette épreuve folle. Il avertit que tout ce qu'ils doivent faire, c'est laisser une égratignure sur la roche devant eux pour réussir l'examen, ce qui semble facile, mais il y a un piège. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle arme, seulement celle que les examinateurs fourniront. Quel tour de passe-passe! Et pour pimenter la compétition, ils peuvent utiliser leurs mains nues, tant qu'ils arrivent à faire cette égratignure sur la roche. L'examinateur révèle que chacun a 3 tentatives, mais avec la confiance de quelqu'un qui a déjà tout vu, il pense que cet examen est plus facile qu'il n'y paraît. Lengos, horrifié par la simplicité de l'épreuve, est choqué, tandis que Zach se demande quelle est la difficulté, puisque le défi est juste d'égratigner une roche. Zach s'était imaginé un examen fou, surtout à cause du souvenir du test précédent, qui était une folie, mais ce qu'il voit maintenant le laisse abasourdi, extrêmement déçu. L'examinateur, avec une autorité qui ferait envie à n'importe quel roi, ordonne alors à tout le monde de commencer l'examen, sans trop de détours. Le premier candidat, tout excité, s'approche de la roche comme s'il allait donner un coup de poing magistral, mais en frappant la roche de toutes ses forces, son épée se brise en 1000 morceaux et fait un bruit si fort que même la meilleure enceinte du monde ne pourrait l'étouffer. Et même, en mettant toute sa force, le fait est qu'il n'a même pas pu laisser la moindre égratignure sur la roche maudite. Ainsi, pendant que le garçon, étendu au sol, se tord de douleur, les examinateurs, d'une manière assez insensible, demandent s'il veut utiliser les 2 tentatives qui lui restent. Mais la situation était si critique qu'il ne peut même pas envisager de se relever. Alors, comme s'il s'attendait déjà à sa saga de souffrance, il déclare de cela un abandon et emmène le garçon comme s'il s'agissait d'un sac de pommes de terre. Zach, qui n'avait pas la moindre idée plus excitante de lui, remarque alors que Lengos a un comportement un peu étrange et se demande, genre, pourquoi ce mec est-il comme ça? L'examen semble facile. T'es fou? Curieux, Zach se tourne vers Lengos et lui demande ce qu'il en est de cette pierre qui provoque toute cette confusion. Il révèle que la pierre s'appelle pierre de régénération et qu'elle a la magie de réparer n'importe quelle petite égratignure instantanément. On dirait presque de la sorcellerie. Et comme si cela ne suffisait pas, la pierre a la capacité de renvoyer 100 fois le dommage si elle est attaquée de manière stupide, ce qui est complètement fou. Zach, déjà en train de réfléchir aux possibilités, conclut que cette pierre est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Lengos mentionne encore que si le pouvoir de la source éthérée à l'intérieur de quelqu'un est manipulé correctement, on peut laisser un éclair dans la pierre. En regardant toute la situation, Zé comprend que le problème n'est pas la compétence au combat,
mais plutôt comment chacun manie ce pouvoir éthéré. Tu suis? En jetant un coup d'œil aux autres participants, il réalise qu'il y a des gens qui devraient réussir ces épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne peut pas nier que Rutin et son groupe aussi ont des chances de bien s'en sortir. De là où il entend les autres gars être éliminés un à un, leurs bras se brisant comme des brindilles à cause de la roche, et la tension monte. Puis tout à coup, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est en fait le numéro de Zach. L'Angus, complètement inquiet pour ce qui pourrait se passer, s'inquiète pour son ami et insiste pour qu'il se retire. Mais Zach, avec la confiance d'un chevalier, assure qu'il va rester calme. Zach s'avance et, dès que l'examinateur pose les yeux sur lui, une pression venue d'ailleurs s'installe dans l'air, comme si un dinosaure venait d'arriver. Il lui demande quelle arme Zach choisirait et le mec répond simplement qu'il n'a pas besoin de rien, parce qu'il a l'intention d'utiliser ses propres mains, comme s'il se moquait de la situation. L'examinateur, très sceptique à cette idée, demande à nouveau s'il est vraiment sûr de ne pas vouloir d'armes, et Zach dégage une assurance digne d'un escroc. Les autres élèves n'y vont pas de main morte et commencent à se moquer de lui, riant du fait qu'il n'a même pas une chance de rayer la roche avec ses poings. Même l'Angus, qui a habituellement l'esprit optimiste, n'y croit pas et se voit déjà en train de regarder les poings de Zach se briser au premier coup. L'Angus, dans un moment bien émo, commence à se blâmer de ne pas avoir essayé d'empêcher Zach de faire cette folie de l'examen. Comme Zach est déjà décidé et qu'il n'y a pas de retour en arrière, l'examinateur, quelque peu désespéré, ordonne qu'il continue. Zach, analysant la roche comme un véritable scientifique fou, reconnaît que ce minéral est quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Genre, c'est quoi ce truc? Il conclut que c'est un phénomène qui s'est formé après 1000 ans de mystère et de légendes. Réalisant l'ampleur des limites de ses connaissances, il décide que c'est bon. Il va laisser toutes ces informations pour le futur. Zach se dynamise avec la détermination d'un guerrier et se prépare à frapper la roche de toutes ses forces. Il pense que l'énergie qu'il concentre est suffisamment puissante pour faire ressentir à la roche l'ambiance d'un véritable chantier. Dans sa tête, la technique qu'il va utiliser est la fameuse technique de combat, le tueur de dragons, qui est épique rien que par son nom. Ainsi, une aura jaune, brillante, apparaît autour de son corps et de son bras, tandis qu'il abaisse son poing avec toute sa force sur la roche. L'impact est si puissant qu'il éclate le sommet de la roche et produit un bruit si fort qu'il aurait dû entrer dans les chars. Tout le monde est complètement surpris, mais alors que la foule ferme les yeux, l'examinateur est le seul à les garder bien ouverts, comme s'il était en train d'assister à quelque chose de grandiose. Zach, soulagé, prend une grande respiration, mais se rend vite compte que la technique qu'il a utilisée est un peu trop avancée pour son âge. En regardant son bras, il voit qu'il saigne et que son uniforme, pauvre, est également déchiré, presque comme s'il avait eu une bagarre avec un groupe de chiens. Mais au lieu de se vanter d'avoir brisé la pierre, Zach réfléchit au fait que, au fond, son entraînement est encore loin de ce qu'il espérait. Les autres élèves se demandent comment ce fou a réussi cet exploit. Du genre, quelle est cette magie? De l'autre côté, Lengos est simplement foudrage. Le gars ne peut pas croire que Zé a réussi à briser la pierre, c'est le drame du siècle. Langos, le pauvre, est là, la mâchoire à terre, et n'a pas la moindre idée de comment Zé a réussi à passer l'épreuve, étant donné que c'était le dernier mec qu'il s'imaginait capable de faire quelque chose comme ça. Même l'examinateur, qui normalement est plus calme qu'un chat couché à l'ombre, est perturbé par la scène. Il se demande comment cela peut être possible, car seule une personne ayant au moins 4 étoiles pourrait faire autant de bruit sur la pierre de régénération. Vu que Zach est un fils légitime qui, soudainement, est devenu le protagoniste de l'histoire, l'examinateur commence à se demander si le gars a d'une manière ou d'une autre hérité des pouvoirs de la maison. Pensez à un feuilleton. Mais ce n'est pas tout. L'examinateur remarque aussi que le mouvement utilisé par Zach lui est familier, comme s'il l'avait déjà vu dans un endroit très fou auparavant. Alors, Zach, notre gars, simplement s'approche de l'examinateur tout en confiance et lui demande comment il a réussi l'épreuve. Le gamin se sent bien dans sa peau, tu vois. L'examinateur, encore un peu abasourdi, dit qu'il a été approuvé et, dans un acte de générosité, lui tend une bouteille contenant une substance verte qui ressemble plus à une expérience de chimie qu'à... Le prix de Zach, curieux comme jamais, demande à l'examinateur junior ce qu'il y a dans la bouteille, mais ce dernier le fixe simplement avec une haine mortelle et lui ordonne de s'éloigner. Une tension palpable, non? Zeka,
tranquille et sans stress, admet simplement que la bouteille est en fait une récompense pour avoir réussi l'examen. Il est confiant, mec. Il retourne ensuite vers son nouveau pote Langos et reçoit des compliments pour ses compétences incroyables. Le garçon est en train de en faire l'histoire. Mec, Zach, super curieux, demande à Langos ce que c'est cette bouteille. Langos, avec le sourire de quelqu'un qui vend quelque chose de mystérieux, révèle qu'il s'agit d'une potion de guérison. Zach est désorienté, comme s'il avait reçu une claque en pleine face. Il ne savait pas que c'était normal jusqu'à ce que Langos explique qu'il s'agit d'une potion de guérison de niveau basique. Le garçon jette un œil de plus près à la bouteille et réalise que la substance n'a pas l'air venimeuse. Alors son imagination commence à s'envoler. Il commence à se demander si cette potion pourrait en réalité être un élixir. Quelle folie! Et pour encore plus de surprise, certains élixirs sont fabriqués à partir de matériaux super rares, mélangés à des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. C'est quoi ces trucs? En plus, ils ajoutent des cœurs de lichis, des essences de créatures divines et fantomatiques. Sérieusement, le niveau monte en flèche. Boire l'élixir permet de faire un upgrade des blessures, guérit tout en un temps record et augmente même le éther, pratiquement un combo de niveau maximum. Cependant, affiner cet élixir n'est pas une mince affaire, car les ingrédients sont plus difficiles à trouver qu'un billet de 100 par terre. C'est pourquoi ce machin apparaît si rarement sur le marché, seulement pour ceux qui ont de la chance. Voilà notre héros. Zach consomme la potion de guérison et, comme s'il s'attendait déjà à cette magie, ses bras, déchiquetés, se rétablissent en un clin d'œil. Zach est abasourdi, la bouche bée, et réalise que la potion de guérison était en fait un élixir. Le gamin a vraiment de la chance. Langos, quant à lui, est plutôt zen et dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un élixir, mais il assure que les potions de guérison de Zé, le dragon, sont bien meilleures que ces merdes de magasin. Langos prend ça à la cool, tandis que Zach est encore complètement sous le choc, puisque ses blessures ont été guéries instantanément. Pense à la magie. Sauf que, attention, il semble qu'il n'y ait pas eu cette vague de éther comme quand il utilise un vrai élixir. Donc, au sommet de sa confiance, il dit que Zach est vraiment impressionnant. Mais Zach n'y croit tout simplement pas. Tu vois, Zach examine à nouveau la bouteille et, mec, il réalise que c'est essentiellement que toute connaissance humaine a pu créer pendant plus d'un millénaire, alors Langos rappelle à Zach qu'il est l'un des plus forts, et Zach, déjà dans l'ambiance de surpassement, répond que son objectif est d'être le plus fort. Donc, il n'a pas de raison de s'étonner. Peu après, il retient sa bande de brutes qui se présentent pour passer le test et réussissent tous tout. Tous réussissent, bien sûr. Zach, pour sa part, n'est pas surpris par cela, puisqu'il savait qu'ils seraient approuvés depuis le début, parce que, n'est-ce pas, qui douterait de ces colosses? Enfin, le candidat 414 est appelé, et la surprise est Langos. La foule est déjà en émoi pendant qu'il descend les escaliers. Zach remarque que Langos est nerveux, comme un chat au milieu d'un incendie, et lui donne un encouragement ferme en s'assurant que tout ira pour le mieux. Langos, déjà au summum de la pression, se retourne et dit à Zach d'arrêter d'exiger tant de lui. La situation est tendue. Quand Langos arrive sur le lieu du test, il saisit une épée et Zach ne fait que penser à ce que ce type est en train de préparer. Langos respire profondément comme s'il allait frapper la roche avec un marteau et donne un coup de toutes ses forces sur la pierre. Mais dans un retournement d'événements digne d'un même d'échec, il ne laisse même pas une éraflure. Le type tombe même dans le processus. Quel embarras! Comme d'habitude, l'examinateur ne perd pas l'occasion de prévenir qu'il lui reste encore 2 tentatives. Quel choc, n'est-ce pas? Langos se redresse alors tout déterminé à essayer à nouveau, mais le résultat, bien sûr, est le même que d'habitude. Quelle galère, n'est-ce pas? Le garçon s'effondre au sol dans un sanglot convulsif, se demandant s'il est vraiment sur le point d'échouer, comme les brutes l'ont toujours dit que cela arriverait. Regardez cette estime de soi au plus bas. Comme prévu, Retin et les autres rient déjà aux éclats de lui, disant que le fils du dragon moyen ne sera vraiment qu'un dragon moyen. Quel sale encouragement! Il pousse même Langos à abandonner, rappelant à Zach qu'il avait commenté auparavant que quelqu'un d'aussi faible que Langos était, tenez-vous bien, plus fort qu'eux. Je sens que l'ambiance est vraiment moqueuse. Puis, l'examinateur apparaît tout sérieux et dit à Langos qu'il lui reste une seule tentative. Quelle pression! On lui demande s'il veut essayer à nouveau et Langos commence à balbutier alors qu'il descend dans une salle.
Obscurité totale, comme si le monde avait pris fin. Quelle déprime! À ce moment-là, la voix de Zach surgit de l'obscurité, demandant ce que ce garçon fait. De la magie? Langos se retourne complètement confus, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Zach propose directement qu'il utilise une lance au lieu d'une épée. Quelle tournure! Langos est encore plus confus par cela. Quelle folie! Zach, sans perdre de temps, dit qu'il parle sérieusement. Mec, il est temps de changer la donne. Zach fait une remarque à Langos pour avoir utilisé une arme qui ne lui correspond pas, disant que c'est comme s'il essayait de danser à une fête sans connaître les pas. Zach assure que peu importe combien de fois le jeune essaie, il n'arrivera pas à faire une seule coupure dans la pierre avec une épée. C'est un fait. Retin et ses amis commencent à rire encore plus de Zach, disant que Langos a appris à manipuler des épées depuis qu'il était en âge de tété et qu'il n'a jamais eu une seule leçon de lance. Quelle blague! Pendant ce temps, il continue de penser que Langos restera toujours aussi pathétique, même s'il change d'arme. La cruauté des tyrans n'a pas de limite. Zach, tout malin, demande à l'examinateur s'ils peuvent changer d'arme en plein milieu du test. Spectaculaire. L'examinateur, un peu embarrassé, assure à Zach qu'il n'y a pas de problème pour le faire. Quelle merveille! Zach affiche un large sourire à Langos, lui disant qu'il est libre d'utiliser une lance. Allez-y, garçon! Zach prend des airs de conférencier motivationnel et demande à Langos s'il est prêt à partir en tant que perdant. Mais Langos, plein de détermination, répond que non. Langos se lève fermement et dit à Zach qu'il va maintenant suivre son conseil et tenter d'utiliser une lance. Regarde ça, il semble que le père de Langos n'avait pas la permission de pénétrer dans le repère du dragon et était toujours la cible des moqueries. Quelle triste histoire, mon gars. Mais malgré tout ça, le vieux n'a jamais abandonné. Il a tenu à bien élever son fils. Regarde la force du père. Pour tout ce que son père a fait pour lui, Lango est déterminé à prouver qu'il n'est pas une imposture. Pas du tout. Il se rappelle de tous les moments difficiles et cela le motive encore plus. Zach a dit qu'il obtiendra toujours le même résultat, peu importe combien de fois il utilise une épée. Maintenant, c'est le moment. Langos peut ne pas connaître Zach depuis longtemps, mais il décide de lui faire confiance. Quel courage! Sauf qu'il est complètement perdu sur la façon d'utiliser une lance. Puis Zach lui dit simplement de pousser la lance droit devant. Ça a l'air simple, mais est-ce vraiment le cas? Il ajoute que Langos ne doit pas trop réfléchir et juste le faire facilement, n'est-ce pas? Sauf que non. Langos sait qu'il est impossible pour un lanceur débutant d'atteindre la pierre de régénération et de causer des dégâts, mais il va le faire pour son père. Bien qu'il ait rencontré Zach récemment, il a décidé de faire confiance au gars. Quel retournement! Comme Zach croit en lui, Langos veut aussi faire de même. Il ne veut pas rester en arrière. Langos prend position et réalise bientôt que l'énergie de la source éthérée qui coule dans son corps est différente, plus intense. Regarde ça, mon frère. Langos court vers la pierre et frappe, causant une énorme onde de choc. Il revient dans sa bande, pensant que tout resterait inchangé. Il commence à rire en disant qu'il n'y a eu aucune différence avec l'échange d'armes, mais quand il regarde de plus près, il réalise que le gars a vraiment réussi. Ils sont choqués de voir ça. Que se passe-t-il ici? Et même l'examinateur n'arrive pas à croire que Langos a vraiment percé la pierre avec la lance. Quelle tournure du destin! Zach, le mec, ne peut pas s'empêcher d'applaudir Langos, tout fier, comme s'il était un père voyant son fils recevoir un prix. Quel moment! Langos, mon frère, il est là, simplement sans croire ses propres yeux. Quand l'examinateur a griffonné dans le carnet qu'il avait réussi le test, le gars a pété un câble, pensant si c'était vrai. Langos, tout nerveux, demande à nouveau si c'était vrai, mais il ne se contrôle pas et lâche. « Mec, tu as vraiment déchiré. C'était fini. » Avec les yeux pleins de larmes et un sourire visible de loin, Langos saute dans les bras de Zach. Sa joie était presque palpable. On aurait dit qu'il avait gagné à la loterie. Retom et sa bande de l'autre côté étaient complètement choqués. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire que Langos avait réussi le test, pensant que c'était juste de la chance de débutant. Puis, l'examinateur, sans crier gare, crie à toute la bande que l'examen était terminé. Il avertit que c'était maintenant l'heure de la cérémonie d'admission. À ce moment-là, l'ambiance change. Tout l'enthousiasme est de Zach qui commence à tirer l'oreille, se disant « T'es fou, gratter une pierre, c'est le seul test ?» Il n'arrive presque pas à croire que c'était si facile. Langos, avec ce regard de celui qui sait des choses, avertit Zach qu'il pourrait y avoir d'autres examens après leur entrée à l'académie, parce que bon, ce n'est pas juste le sourire qui compte. Zach, alors
alors, dans une ambiance de curiosité folle, demande ce qu'ils doivent faire maintenant qu'ils ont réussi, comme s'ils ne savaient pas, très désinvolte. Et Langos lâche la bombe. Les chefs de la famille Eldragon vont apparaître pour féliciter les gars qui ont réussi. Là, ça devient sérieux. À ce moment-là, une bande de gars cultivateurs d'aura apparaît au loin, défilant vers les élèves, comme s'ils étaient des stars de cinéma. Et bien sûr, il y a un gars qui brille aux yeux de Zack qui demande « Qui est ce type sombre, puissant et tout le reste ?» Langos, sans y croire, pense que Zack vient de mal parler du chef de la famille. Genre, le gars n'a pas conscience des défis à venir, et Zack, déchaîné, balancé, et dit « Ce mec est un hideux ». Mais avant qu'il puisse tout gâcher, Langos bouche la bouche de son ami. Langos était en mode désespoir, implorant Zack de se taire. Il ne voulait que rien de mauvais n'arrive, parce que regarde, drame assuré, et même si c'était un défi, Zack cède et décide de ne pas ouvrir la bouche pour l'instant. La situation nécessitait vraiment un peu de silence. Zack, avec ce regard d'observateur, remarque que les gars autour de lui sont considérés comme les forces du dragon. Et, bon sang, le poids de leur présence était évident. Il était stupéfait, car parmi eux se trouvaient quelques gars qui avaient l'air décents. Mais la plupart, mecs, étaient des guerriers à 7 étoiles. Quelle puissance! Sauf que le chef de la famille Balsa, le dragon, est un guerrier à 8 étoiles, mon gars, et ça fait de lui un vrai nom dans le milieu. À l'époque de Zack, il n'y avait pas beaucoup de guerriers à 8 étoiles dans le monde. Il se demanda, genre, combien en restait-il encore? Maintenant, dans un moment de réflexion, Zack commence à confier à Langos ce qu'il ressent par rapport à tout ça. Il fut clair et direct, laissant clairement entendre qu'il n'avait aucune sympathie pour Balsa. Pour lui, que ce type soit son père ou non, peu importe. La rancœur était réelle et incroyablement écrasante. À ce moment-là, Balsa s'approche avec une aura qui écrase toute prétention de bravoure et avance directement vers les élèves. Il s'adresse à eux avec des mots simples, mais qui peuvent être extrêmement lourds. Devenez la chair et le sang de Eldragon. On ne peut pas nier, ces mots portent un poids qui rend le groupe tendu. Pendant que Zack observe que tout le monde, sauf lui, tremble. Même Languis se retrouve à lutter pour respirer. La pression était réelle, mais Zack, ce bravache, ne ressent rien de la présence de Balsa. La seule chose qu'il ressent pour lui, c'est une haine intense, même s'il ne comprend pas très bien pourquoi. Après avoir lancé cette phrase comme Shakespeare, Balsa se retourne et fait un signe de la main au groupe. Puis un autre ancien entre en scène, prenant le contrôle de la situation et disant au groupe que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. Cette figure attire également l'attention de Zack, qui commence maintenant à esquisser dans son esprit qui est cet ancien blond. Zack réalise que la sortie de Balsa a de quoi alléger la tension, mais la présence de l'ancien rend encore le groupe nerveux. Soudain, l'examinateur avance et révèle qu'ils vont maintenant annoncer les affectations des dortoirs. Zack, qui était un peu perdu dans le feu de l'action, manque de tomber de sa chaise en entendant cela, pensant qu'ils iraient tous au même endroit. Languis, avec la patience d'un saint, décide de donner une petite leçon à Zack, parce que le gars n'a aucune idée de quoi que ce soit dans cette nouvelle phase. Languis, ce type qui semble tout savoir, raconte qu'il y a à l'académie pas moins de 4 dortoirs. Tu vois, les élèves dans ce système de dortoirs sont situés dans l'un des 4 endroits qui sont les dortoirs Est, Ouest, Nord et Sud. Genre, la carte est branchée. Puis, tout à coup, Zack entend son nom être appelé et se lève plus excité qu'un enfant sur un paquet de bonbons, prêt à partir. Il fait un coucou à son nouvel ami, lui demandant de prendre soin de lui. Et avant de partir, les deux échangent des politesses qui semblent plus sincères qu'elles ne devraient l'être. Zack découvre qu'il a été affecté au dortoir S et il se dit « Purée ». Il a à peine cru que les choses avaient changé en plus de 1000 ans. Le garçon s'oriente, tenant le billet comme s'il avait une carte au trésor qui allait le mener à sa chambre. Il ne sait pas qu'il est bloqué, avec la peur que son colocataire soit en colère parce qu'il arrive en retard. Parce que devine quoi, le petit s'est perdu en chemin. Enfin, il arrive à la porte et, avec tout l'enthousiasme du monde, il ouvre la porte pour faire son entrée grandiose et dire bonjour à son nouveau colocataire. Mais alors, mec, son excitation s'effondre au moment où il voit qui est son colocataire. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Zé, qui n'a même pas d'idée de qui c'est, puisqu'il était tellement perdu dans la séance d'orientation,
qu'il a raté la moitié des informations. Mon frère, quel caduc. Il semble super excité d'admettre ça, mais Langos là se contente de secouer la tête, pensant que ce n'est pas quelque chose dont on doit être fier. Tu vois, les Langos, décidant déjà de laisser tomber la séance de réprimande, suggèrent qu'il vaudrait mieux qu'ils dorment un peu, parce que le lendemain, ça va chauffer avec l'entraînement. Étonnamment, Zach, au fond, a même envisagé l'idée d'abandonner l'école et de partir en quête épique. Mais les nouveautés qu'il a vues l'ont rendu curieux. Il a décidé de rester un peu plus longtemps car il est curieux d'en apprendre davantage sur le monde après 1000 ans, comme un véritable explorateur. Donc, après un mois, les gamins passent par un entraînement intensif avec leur tuteur, totalement sous pression. Ils s'efforcent de maîtriser le fameux souffle de dragon, technique chic créée par Quincy, le chef de la Maison du Dragon. Le tuteur leur dit franchement qu'ils doivent maîtriser cette technique pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. C'est presque une exigence. Et voilà le tuteur qui se déplace d'un côté à l'autre comme s'il regardait un championnat de combat, c'est de la pure pression. Il remarque que certains des élèves maîtrisent vraiment la technique, et l'une d'elles est Laika, la fille du chef de la maison. La fille est si affûtée qu'elle parvient déjà à être classée comme une 2e étoile. C'est le crème de la crème, mec. Mais le tuteur est plus accro à Zach qu'à quiconque, tu vois? Pendant que les autres vont là-bas se déchirer pendant les entraînements, Zach est le seul à faire la chose facilement. Avec une pierre sur la tête et 2 poids dans les mains, le tuteur commence à avoir un déclic, comme un fou. Il possède un pouvoir mental qui est à un autre niveau, mais il se demande comment ce gamin arrive à tout maîtriser sans même avoir eu de professeur. Quelle est l'histoire? Le professeur ne peut que se poser la question, ramenant son esprit à cette interrogation, et pourtant il n'arrive pas à une conclusion. C'est un mystère. Pendant ce temps, Zach est tout pensif, se remémorant la technique de respiration qu'il a lui-même créée, qui est devenue ce nouveau souffle du dragon. Il réalise que les techniques de respiration sont en fait un moyen d'extraire de l'éther, de donner et de le transférer dans le corps, un truc qui renforce tout. Mais le niveau que le truc atteint dépend vraiment de l'habileté et de la créativité de celui qui l'utilise, tu vois? C'est pourquoi chaque maison noble a son propre style et garde la recette du truc sous clé. Zach, sans réfléchir 2 fois, admet que la technique est de celles qui sont faciles à saisir, mais pour lui, c'est une merde s'il doit juste l'utiliser en étant statique. La vérité, c'est que sa technique originale lui permettait d'utiliser de l'éther tout en se déplaçant, et ça fait une sacrée différence. Les effets sont gigantesques, mais peu ont réussi à l'hériter à cause de la difficulté. C'est presque une légende. Zach, là-bas, a simplifié le truc pour que n'importe qui puisse l'utiliser et renforcer le clan, mais il n'imaginait pas qu'il évoluerait autant. Maintenant, le gars est juste bouche bée, pensant que peut-être d'autres techniques de combat ont aussi changé avec le temps. Après l'entraînement, tout le monde se jette dans la cafétéria pour manger, parce qu'après tout, qui n'aime pas un bon repas? Pendant que tout le monde se bat pour manger à cause de la fatigue, Zach se régale de la nourriture sans même se soucier du monde. Il remarque que Langos est une vraie boule d'épuisement. Alors, sans hésiter, il lui file un coup de main. « Hé, mange, sinon tu ne pourras pas bouger correctement. » Langos, pauvre, n'a eu d'autre choix que de demander à Zach comment il restait aussi plein d'énergie, alors que tous les autres étaient épuisés, comme s'il avait bu une boisson énergétique au pouvoir de super-héros. Zach, avec ce regard qui dit « Je suis le brave ici », ignore Langos et, sans ménagement, lâche qu'il n'est qu'un faible sans pouvoir, cherchant une excuse, parce que la vérité est dure, tu sais, puis il commence à faire le coach motivant, encourageant Langos à manger plus et à s'entraîner pour ne pas devenir un petit mou. Pendant que Zach était là à donner une véritable conférence sur la surmontée à Langos, il remarque que quelques enfants bien entraînés, en fait, prenaient une pause pour manger, comme si l'entraînement était une excuse pour une collation à ce moment-là, comme si la scène était particulièrement dramatique. Laika s'approche de Zach et demande, sans détour, qui il est. Mais, comme Zach ne la connaît pas, la situation devient tendue. Langos faillit s'étouffer avec sa nourriture en entendant ça, et, dans un accès d'adrénaline, s'approche de Zach pour murmurer comme s'il était un agent secret. Étant donné que l'information était croustillante, il lui révèle que Laika est la fille du chef, mais, adorant la situation, dit à Langos qu'il n'en avait aucune idée,
comme s'il venait de découvrir un grand secret. Langos, le malheureux, presque mort de honte, essaie d'éclaircir la situation pour Zack en disant qu'il ne devrait même pas être en train de discuter avec Laika, comme si c'était le plus grand crime du millénaire. Zack, le regardant comme s'il venait de dire une bêtise, répond que, devinez quoi, lui aussi est le fils du chef, même s'il est l'illégitime de l'histoire. Langos et Laika, totalement choqués par la bombe que Zack vient de lâcher, se regardent et Laika demande, avec un air d'incrédulité, s'il parle au sérieux. Zack, avec tout le calme du monde, dit qu'il n'a aucune raison de mentir, comme si se justifier était la chose la plus normale au monde. Et là, Laika, qui a peut-être une fibre d'enquêtrice, pose la question qui ne peut pas rester sans réponse. Comment il a réussi à devenir assez fort pour briser une pierre de régénération aux mains nues? Laika est vraiment intéressé par la réponse, mais Zack donne une réponse très décontractée, affirmant qu'il a fait ça parce qu'il est un gars bien. Littéralement, le gars est incroyable. Puis Zack réalise que Langos a l'air d'avoir reçu un coup de marteau et le ramène à la réalité en lui disant de manger parce que la fatigue ne va pas disparaître toute seule. Laika, toute résolue, s'approche de Zack avec une proposition audacieuse, demandant s'il aimerait se joindre à elle, espérant que l'idée soit un appât qui fonctionne. Zack, complètement confus, se demande ce qu'elle veut vraiment dire. Laika, sans détour, annonce clairement qu'elle veut que Zack devienne son subordonné, comme si c'était super normal de faire cette proposition. En parlant ouvertement, Laika explique qu'elle veut être le soutien de Zack, puisqu'il est un fils illégitime, et évidemment, il voudrait des alliés. Et, surprise, Laika veut que Zack l'aide à devenir la prochaine chef, promettant de le récompenser généreusement quand elle atteindra le sommet de la famille. Elle essaie d'argumenter la proposition de manière séduisante, mais avec une sérénité tout sauf ordinaire, elle dit qu'elle n'est pas impliquée dans l'offre. Laika, bien sûr, suppose que Zack vise aussi la position de chef, et, pour cela, il rejette la proposition avec une interprétation digne d'une série télévisée, tandis qu'elle était là à vomir son discours creux. Zack observe Laika et réalise qu'elle est sur le point de devenir presque 2 étoiles, ce qu'il trouve très impressionnant pour son âge. Alors, Zack finit par ouvrir la bouche avec la réponse que tout le monde attendait, disant qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, car il n'a pas envie de se mêler de quoi que ce soit qui implique la famille. Laika, flamboyante, est choquée par cette réponse et décide de devenir encore plus insistante, demandant à Zack ce qu'il désire vraiment, comme si le fou ne venait pas de laisser ça clairement entendre. Ce qui se passe ensuite est une pure explosion. Zack est furieux et, avec une colère qui pourrait faire peur même à Chuck Norris, il poignarde la table avec son couteau et libère une pression sinistre de son corps, laissant clairement entendre qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zack, en haute tension, affirme qu'il veut juste être seul. Parce qu'il faut être honnête, il est clairement le plus fort de tout ce groupe. Laika ressent la pression que Zack dégage avec la force d'un ours brun et reste complètement choquée, comme si elle avait vu une apparition. Elle a du mal à croire que l'aura de Zack soit en train de l'effrayer, comme si tout était en train d'imploser. Alors que la tension monte, Zack continue de mâcher sa nourriture comme si de rien n'était, tandis que Langos entre en mode panique pour essayer de calmer la situation. Mais Laika, soudainement, perd le contrôle émotionnel et défie Zack à un duel, lançant ainsi le spectacle. Zack, la regardant avec un air détendu, la prend par surprise et ne peut pas laisser passer un défi aussi rapidement. La nouvelle du duel se propage parmi les étudiants comme un feu de forêt et les gens se précipitent pour assister au grand affrontement dans le terrain d'entraînement. Pendant que Langos s'affole, Zack reste décontracté, comme si c'était un dimanche tranquille. Langos essaie de tirer les oreilles de Zack, lui rappelant qu'il est sur le point de se battre contre Laika, mais Zack, dans un mode « qui est-ce ?», répond simplement qu'il ne sait pas qui elle est. Puis, réalisant que Langos est tout formel, Zack demande pourquoi tant de drame, rendant la situation encore plus drôle. « Eh bien, génie, c'est parce que tu es le fils du chef. » Langos donne une réponse lapidaire, comme s'il venait de décrire la vérité. Alors, le fou Zack arrive et demande à Langos ce qu'il veut de lui, comme « quelle est l'affaire, tu vois ?» Ensuite, Zack essaie d'expliquer la situation, mais il semble que lui seul comprend ce qui se passe. Il dit que Laika est la fille de Balsa et qu'elle a aussi du sang de Typhona, qui est en gros l'une des 4 grandes maisons qui soutiennent Eldragon. Langos, avec l'air de celui qui sait de quoi il parle, dit que Laika est un vrai génie parce qu'elle a maîtrisé toutes les formes d'escrime de la maison Typhona.
Zach est là, tranquille, et il dit à Longo que la seule chose qu'il sait, c'est qu'elle est la fille d'une maison. C'est un peu le basique du basique. Là, il commence à rire, pensant qu'il ne savait pas grand-chose, et il ajoute un peu de piment à l'histoire, comme si c'était un joli retournement. Et, mec, il considère ça comme un retournement excitant. Genre, qui n'aime pas un plot twist? Pendant que Longo s'inquiète et dit qu'il n'y a pas moyen que Zach gagne, Laika demande pourquoi il a accepté le défi. Et Zach répond que, sérieux, c'est évident qu'il doit accepter si quelqu'un le défie en duel. Sinon, il n'est pas un homme. Non? De plus, le gars regarde Laika et conclut qu'elle a l'air plus prête pour ce combat. Laika crie à Zach d'arrêter de lui casser les pieds avec ses blablas, le défiant avec l'épée plantée dans le sol, comme une vraie guerrière, lui demandant s'il est prêt à apprendre les bonnes manières. Les deux sont prêts à se battre, alors Longo fait ses bagages et les laisse dans l'arène comme pour dire « Maintenant c'est à vous ». Longo prévient encore Zach de faire attention tout en s'enfuyant. Mais tu sais, qui s'en soucie quand la lutte va commencer? Se retrouvant seul, Zach demande à Laika pourquoi elle est si déterminée à se battre contre lui. Qui peut comprendre ces choses? Elle répond qu'elle veut devenir la prochaine chef de la maison et que pour ça, elle doit vaincre Zach et faire de lui son laquais, parce que c'est son plan. Zach est choqué. Genre, qu'est-ce que ça a à voir avec moi, mec? Un peu perdu par cette histoire. Laika est surprise par l'attitude désinvolte de Zach et demande s'il ne sait pas la vérité sur sa famille, car il est un fils illégitime. Genre, ça se voit. Zach est sur le point de lui donner une explication, mais elle l'interrompt comme si elle n'avait pas de temps à perdre. Elle explique qu'en comptant sur Zach, ils sont 5 héritiers en compétition pour voir qui va devenir le prochain chef et attention, Zach est le seul qui n'a pas le sang d'une des 4 grandes maisons d'Aldridgem, devenant ainsi le véritable outsider de l'affaire. Le point clé est que la maison qui a produit le chef pousse tout le monde à se surpasser à l'académie, genre une télé-réalité de combat, pour s'opposer aux frères. Tu vois, Laika dit qu'elle a besoin de plus d'alliés parce que seule, elle ne peut pas faire face à la concurrence. Toute cette explication laisse Zach dans une grande confusion, mais il finit par saisir l'idée générale. Alors, Laika, déjà déterminée, s'avance vers Zach en disant qu'elle n'a plus de temps à perdre. Elle a une détermination dans le regard, essayant de le frapper avec son épée, mais il recule subtilement, avec astuce. Zach évite même le coup, mais l'attaque de l'épée détruit le sol. Une véritable œuvre d'art. Laika ne compte pas abandonner. Elle se relève déjà prête à attaquer. Zach, elle brandit son épée comme si c'était une machine de guerre, laissant tout le monde impressionné. Les spectateurs louent Laika pour sa maîtrise de l'épée, même si ce n'est qu'une épée d'entraînement. Et comme si elle pouvait ressentir l'encouragement, la fille augmente l'intensité de l'attaque contre Zach. Mais de l'autre côté, Zach fait simplement un saut dans l'arène, esquivant tous ses coups comme s'il dansait. Les spectateurs, pendant que le match se déroule, sont émerveillés par la force de Laika, étant donné qu'elle est la fille du chef et tout le reste. Ils sont confiants que Laika va finir le combat rapidement, comme si c'était une promenade dans le parc. Mais la pauvre Laika commence déjà à perdre patience, car il semble que Zach est plus concentré sur l'esquive que sur le combat. Zach met pratiquement peu ou pas d'efforts pour éviter les assauts de Laika, ce qui l'amène à remettre en question ses propres capacités. Il va même jusqu'à la complimenter, disant qu'elle est vraiment rapide et que sa technique semble plutôt bonne. Zach lui dit aussi qu'elle s'en sort mieux que des guerriers de rang 1 étoile. Juste pour rendre la situation plus folle, Laika, perdant patience comme seul quelqu'un ayant atteint le niveau 10 d'irritation peut le faire, crie à Zach que, au lieu de juste parler, il devrait vraiment se battre. Zach, réalisant l'entêtement de la fille et souhaitant lui montrer comment faire, décide qu'il est temps de faire une démonstration de son véritable pouvoir. Et là, la situation devient sérieuse. Avec une agilité surprenante, Zach esquive son attaque comme s'il dansait et, tranquillement, lui porte un coup de poing au torse qui, je pense, elle l'a vraiment ressenti, hein? L'impact est si brutal qu'il semble qu'une onde de choc ait traversé le corps de Laika, la faisant saigner comme dans un véritable film d'action. Laika, tombant à genoux sur le cou, laisse les autres élèves abasourdis et bouche bée, sans réaction comme du pain sans garniture. Secouant ses cheveux avec force, Laika regarde en haut et questionne Zach, ne comprenant pas comment elle a pu ne pas l'atteindre, même en étant déterminée à être meilleure que lui. Zach, toute humble, admet qu'elle est en effet plus rapide que la plupart des guerriers de rang 1 étoile qu'il a rencontrés, mais mentionne qu'au final, elle est encore en train de ramper, étant une simple guerrière de rang 1 étoile. Elle,
indigné et avec l'adrénaline à son maximum, conteste, rappelant à Zack qu'il est aussi un guerrier de rang 1 étoile. Enfin, on ne peut pas oublier ça, non? Zack, avec le sourire de quelqu'un qui sait déjà tout, il commence à expliquer qu'il peut lire ses mouvements facilement, grâce à sa respiration, à la façon dont ses muscles tremblent et même à ce changement étrange dans son regard. Et pour couronner le tout, notre fou a encore une expérience de vie par rapport à elle. Cette explication arrogante fait que Laika se redresse comme un phénix des cendres, prête à frapper à nouveau. L'épée en main, elle avance vers Zack, déterminée à lui couper la tête. Sauf qu'avec cette attaque totalement inattendue, Zack fait un bond et esquive, comme un ninja. Cela laisse Laika complètement exposée et Zé en profite pour donner un coup de poing puissant qui envoie Amanda droit contre le mur, provoquant un souffle énorme. Elle s'écrase contre le mur et soulève un nuage de poussière qui recouvre toute la zone, ressemblant à une scène de film au ralenti. Les spectateurs, voyant cela, sont en état de choc absolu, se demandant si Laika est vraiment en difficulté ou si elle fait juste semblant. Langos, tout, excité par ce qui s'est passé, court de nouveau vers l'arène et commence à déverser des compliments sur Zack, disant qu'il est incroyable. Cependant, Zack, avec cet air désinvolte, répond en sous-estimant un peu la situation. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous laissiez un like et vous vous inscriviez avant sa prochaine respiration. Alors, vous vous êtes déjà inscrit? Laissez votre commentaire, car l'action va continuer après que vous ayez fini de regarder cette vidéo. Au maximum. Alors revenons à l'action. Langos, ne voulant pas laisser cela de côté, lâche que le combat n'est pas fini, parce que Laika est terriblement têtue. Zack, impressionné qu'elle soit encore debout après tant de coups, esquisse un petit sourire de satisfaction lorsque la poussière commence à se déposer. Elle apparaît là, luttant pour se relever à genoux, tout le corps douloureux, mais sans la moindre intention d'abandonner, comme une véritable guerrière. Langos essaie d'alerter la fille Anjem, lui disant d'arrêter ça, car si ça continue, ça va mal finir. Mais qui a dit que ça fonctionnait? Oui, comme Zack. Donc, sans patience, il crie à Langos de s'éloigner, car le conflit est sur le point de devenir plus intense et la situation va empirer. Il soupçonne, et maintenant, est sûr que Laika a atteint le niveau de 2 étoiles, et le fou est sur le point de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Laika, se levant comme une véritable championne, entourée d'une aura intense qui rend même l'air chargé. Tu vois, les spectateurs, les yeux brillants comme s'ils avaient vu un extraterrestre, réalisent vite que Laika a enfin atteint le niveau dont tout le monde parlait, le royaume des 2 étoiles. C'est là où le porteur peut projeter tout son pouvoir, c'est-à-dire que c'est de l'art martial. Le niveau de maître n'est pas une mince affaire, et cette projection est essentiellement l'aura que tout guerrier rêve d'avoir, un truc qui brille et qui fait peur aux ennemis. Laika, paraissant plus forte et puissante que jamais, remercie Zack d'avoir été la source de sa transformation et de lui avoir permis d'affronter cette nouvelle phase avec fureur. Avec un cœur vaillant, elle fonce sur Zack à grande vitesse, prête à porter une attaque mortelle. Son épée émet un sillage doré d'aura et Zack, reconnaissant sa compétence, admet que la fille est maintenant plus rapide et plus forte. Elle est devenue une bête. Cependant, Zack ne perd pas cette essence de farceur et sous-estime accidentellement son attaque, recevant une coupure au visage qui laisse quiconque bouche bée. Laika, réalisant qu'il est perplexe, utilise cela pour se vanter de sa nouvelle force, faisant référence au pouvoir d'une guerrière de 2 étoiles, et elle est au niveau de repousser le fou hors du ring. Avec un petit sourire sur le visage, elle assure à Zack qu'il va encore voir les véritables arts de la grande épée Esprit du tonnerre, et le fou, sincèrement, ne peut à peine attendre. Zack a le cœur qui bat la chamade, car, mon ami, il va finalement voir quelque chose qui n'a pas eu lieu dans le passé. C'est tellement plus excitant que de regarder un film avec les yeux brillants d'anticipation. Il est absolument enthousiaste à l'idée de découvrir ce que Laika prépare pour lui lors du prochain round. Juste un petit avertissement. Ce qui arrive promet de laisser quelqu'un sans voix. Laika surprend avec la technique de la grande épée éclair et effectue une forte rotation. Pendant ce temps, Zack s'éloigne d'elle et se demande ce que c'est que ça. Son corps est encerclé par les éclairs qui émanent de cette grande épée, mais malgré cela, il est joyeux. Il demande à Laika si elle manipule la foudre. Zack commente que c'est un véritable non-sens. Avec les yeux brillants, presque comme un Super Saiyajin, Laika frappe l'épée au sol et provoque,
Pour quelqu'un qui ne fait que courir, on dirait que tu t'amuses beaucoup. » Alors, avec ses éclairs, elle porte une grande attaque de zone. Mais il n'est pas idiot. Si elle attaque le sol, il fait un grand saut et esquive ce filet d'éclairs, nom donné à ce coup en tête en bas. Il dit que sa manière d'attaquer est très différente d'avant et que cet éclair semble même avoir sa propre volonté. De cette façon, il va lui être difficile de s'échapper. Alors que Zack s'éloigne, tout le monde réalise que le combat est vraiment difficile. Ils se demandent alors si tout cela s'est produit juste parce que Leica est passée d'1 à 2 étoiles. Si cette différence représente tout ça, le changement est brutal. Pendant ce temps, l'ami de Zack est en train de transpirer. Inquiet, car il sait que son ami est sous pression, Zé observe Laika et réalise que ses mouvements sont simples et n'ont pas changé depuis qu'elle n'avait qu'une étoile. Cela dit, en atteignant 2 étoiles, elle a gagné une aura électrique. Et avec cela, le pouvoir de la grande épée foudre a grimpé à des niveaux impressionnants. Laika est là, avec un air en colère, essayant d'être la protagoniste de cette histoire. Zack remarque qu'après que Laika a atteint les 2 étoiles, sa vitesse a encore augmenté. Il est intrigué, car cet éclair craquant autour d'elle est vraiment mystérieux. Il n'aurait jamais imaginé qu'une personne pouvait être enveloppée d'éclairs. Puis, il sourit, fermant les poings, et pense qu'il pourrait peut-être contre-attaquer maintenant. Mais Laika ne cesse d'attaquer. Zack continue à esquiver ses coups qui deviennent de plus en plus rapides. Il est très curieux de connaître la véritable nature de ce pouvoir, et Laika, très en colère, demande s'il apprécie la situation. Elle dit qu'il a l'air de sourire dans un moment pareil. Laika conclut que, puisque Zack est si détendu, elle va lui montrer ce qu'est le désespoir. Elle accélère encore plus, affirmant qu'elle va effacer ce sourire de son visage. Ancrant ses pieds au sol, Laika utilise une autre technique et crie « éclair rapide » et, ressemblant à une fusée, elle fonce à toute vitesse, presque en écrasant Zack, qui parvient de justesse à esquiver cette énorme épée. Pendant qu'il pense que Laika accélère comme un éclair, elle crie « coup suprême » et porte un coup puissant à la poitrine, faisant décoller Zack qui s'écrase contre le mur derrière lui. Et ça, il l'a certainement ressenti, hein? Parce que même le narrateur a ressenti la douleur ici. Son ami, désespéré, crie « Tire, Zack, je vais te sauver !» L'autre, derrière, lui dit qu'il doit s'arrêter, car sinon, il finira par mourir. Mais avec son regard de chasseur, il reste concentré devant lui. Son corps, frappé par des éclairs, supporte encore les impacts de l'épée, mais Laika s'en fiche et elle porte un nouveau coup, coinçant Zack encore plus contre le mur, parce qu'il n'a pas abandonné. Elle a affirmé qu'elle lui retirerait ce petit sourire du visage. Zack, toujours souriant, est tombé à genoux et a ressenti toute la puissance de cette folle. Alors, son ami est arrivé en courant, suppliant Laika d'arrêter d'attaquer parce qu'elle allait finir par tuer Zack. Elle, pleine de rage, a demandé à Langos pourquoi elle devrait s'arrêter. Elle a dit que, si Langos n'avait pas remarqué, Zack était encore debout. Puis, semblant être une véritable protagoniste, elle s'est tournée vers Langos et lui a dit que, s'il arrêtait d'attaquer, ce serait un insulté pour Zack, qui était encore debout. L'ami a commencé à crier en demandant à Zack de se rendre. Laika, dans une pose triomphante, a commenté qu'elle pensait que l'ami de Zack avait raison. Elle a suggéré que, comme il était dans un état horrible, il valait mieux abandonner. Puis, elle lui a demandé s'il ne pensait pas que c'était une bonne idée. Elle a continué en lui disant d'abandonner et de devenir son petit chien pour toujours. Le garçon a simplement souri sans rien dire. Laika, réalisant son sourire, a commencé à l'insulter, affirmant que, même étant un enfant illégitime, il était tout de même un descendant du clan Dragon. Elle a dit qu'elle allait lui montrer son respect et ainsi a commencé à accumuler son aura, s'assurant qu'elle mettrait fin à Zack. D'un coup, utilisant toute sa puissance, elle a alors crié « Tonnerre, 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 chatte !» Elle s'est précipitée vers lui de toutes ses forces, car c'était la première technique de la grande épée tonnerre du ciel. Et, mon ami, elle l'a frappé avec un coup qui a détruit tout le sol alentour. S'il n'est pas mort, il est mort. Zack, en vérité, a l'air d'être mort, hein? Parce qu'après avoir été électrocuté de cette manière, il est resté comme un cochon à la Pururuka. Son ami était là en train de crier « Seigneur Zack, non, ne meurs pas !» Et ainsi, l'histoire semblait avoir pris fin. Tout le monde était mort. C'était fini, car le héros était tombé et avait subi les conséquences de cette femme qui l'avait frappé comme si c'était un homme et était ressortie perdante de ce combat. Avec ça, l'histoire était terminée, les amis. Tout le monde pouvait rentrer chez soi. Alors, Laika a sorti l'épée et a déclaré « J'ai gagné !» Elle a présenté ses excuses, mais le match était terminé. Elle s'est proclamée victorieuse, tout en accumulant encore de l'aura,
s'est retournée et s'est déclarée championne de cette partie. Mais quelqu'un, avec un sourire, a commenté « Oui, maintenant j'ai tout compris ». Alors, ressemblant à un véritable Super Saiyajin de niveau 3, une grande explosion d'éclairs a jailli de l'endroit où le corps de Zack était tombé. Laika est restée ébahie, ne comprenant pas comment il pouvait encore parler. Avec un mélange de peur et de surprise, elle se retourne et demande comment il est debout et ce qui se passe avec cette aura d'éclairs. Zack, souriant, car il a enfin compris que ce phénomène s'appelle aura d'éclairs, tandis que des éclairs crépitants commencent à sortir de son corps et qu'il, les poings serrés, s'avance vers elle. La folle, tu sais déjà, il a déjà l'épée. À la main, Zack lui dit qu'en réalité, il n'a aucune idée de pourquoi il est revêtu de cette aura d'éclairs. Elle, quant à elle, a une expression de surprise totale. Zack continue de sourire en observant, puis il commence à expliquer que bien qu'il ait semblé qu'il était sous pression de sa part, en réalité, il recevait intentionnellement ses attaques. Il voulait comprendre quelle était la source de son pouvoir. D'une certaine manière, il est devenu capable d'utiliser ce pouvoir, mais il admet qu'il ne sait pas comment cela s'est produit. Laika, très surprise, lui demande ce qu'il a fait. Elle n'arrive pas à croire qu'il a réussi à utiliser ce pouvoir. Cela semble tout simplement impossible. Zack, sans perdre sa confiance, dit que c'est un sacrilège. Il affiche un sourire et observe si le public suit toujours l'histoire. Puis, il demande à tout le monde de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Zack réfléchit alors qu'il recevait ses attaques électriques, il pratiquait également sa technique de respiration, le souffle du roi dragon. Tout à coup, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais le souffle du roi dragon a réagi à l'aura de Laika. À ce moment-là, l'aura d'éclair qui émanait d'elle devient évidente. Pendant qu'il était concentré sur sa respiration, les éclairs de Laika ont commencé à s'accumuler en lui. Avant qu'il ne s'en rende compte, il pouvait également manipuler les éclairs. Dans un moment de clarté, il partage que c'est toute l'explication qu'il peut offrir. Puis, il se tourne vers Laika et commente que, d'après ce qu'il perçoit, elle doit avoir une constitution unique. En réalité, elle possède une constitution physique très particulière. Mais attendez, ce n'est sûrement pas seulement elle, compte tenu de la technique qu'elle utilise, la technique de la grande épée, qui est un art martial hérité de sa famille. Il conclut que tous les membres de sa lignée doivent avoir cette constitution unique et ainsi continue à marcher vers elle, affirmant que, grâce à cette constitution particulière, ils peuvent générer cette vague d'éclairs. Il termine en disant qu'il a passé un moment incroyable à pratiquer et a beaucoup appris grâce à tout cet entraînement. Ainsi, arrêté devant elle, Zack commence à canaliser les éclairs dans la paume de sa main. Avec un sourire sur le visage, il commente que, grâce à Laika, il a également réussi à atteindre le niveau de 2 étoiles. Mais alors, il cligne de l'œil. Et vous savez, non? Cligner des yeux, c'est comme perdre. Laika était déjà prête à lancer une nouvelle attaque, désirant mettre fin à ce bavardage interminable. D'un autre côté, Zack, tout dans le style, ne bouge même pas. Puis, avec un sourire encore plus grand, il lui dit que ce n'est pas encore fini, et ensuite fait un sprint si rapide qu'il en devient effrayant, car aucun artiste ne peut le suivre. Il est sorti d'un cadre et est apparu dans un autre, et le dessinateur, étonné, demande ce qui s'est passé, pourquoi il s'est déplacé si rapidement. Au même moment, Zack comprend et explique que quand il n'avait qu'une étoile, il courait normalement. Maintenant, avec 2 étoiles et cette technique éclair, tous les muscles et nerfs de son corps ont été renforcés, permettant une accélération bien plus rapide qu'auparavant. Il admire cette constitution physique incroyable et unique. Puis, encore entouré d'éclairs, Zack dit à Laika qu'il doit encore s'habituer à ce nouveau pouvoir de 2 étoiles. Pendant ce temps, son ami, soulagé d'être en vie, ne peut même pas les suivre, car ils se déplacent à grande vitesse. En observant à nouveau Zack et Laika, il réalise qu'après que son ami a atteint 2 étoiles, Mademoiselle Laika rate tous ses coups, car Zack est devenu beaucoup plus rapide. Laika, pour sa part, donne tout ce qu'elle a, donc très irritée, et avec une expression qui révèle son état d'esprit, elle se plaint qu'il se moque d'elle. Elle lui demande de rester en place pour qu'elle puisse le toucher. Zack, souriant, répond qu'elle est folle, bien sûr qu'il ne va pas rester immobile pour qu'elle le touche. Il ne se moque pas d'elle du tout. Si elle veut une égalité, il va lui montrer. Alors, en appliquant un coup d'égalité, il frappe Laika de toutes ses forces. Mais elle, étant une guerrière forte, place son épée devant elle pour bloquer cette attaque. Ainsi, elle prouve qu'elle est courageuse, tombant sur ses pieds, car elle ne se laisserait pas abattre par ce coup. Alors, Zack, très heureux, annonce qu'il est temps de mettre fin au combat
car il a déjà appris ce qu'il devait. Souriant à Laika, il mentionne qu'il planifie depuis un moment de créer une technique. Laika, intrigué, demande ce qu'il veut dire. Le protagoniste dit que oui, il va vraiment créer une technique. Laisse-le réfléchir un peu. Il commence par la première forme, qui est spéciale. Il a déjà une idée. Première forme, forme spéciale. Pendant ce temps, elle était là, en sueur et réfléchissant à tout ce qu'il disait, puisqu'il n'avait aucune technique et pourtant parlait de créer une. Et elle savait qu'il n'était pas possible que quelqu'un fasse cela. En étant perdu dans ses pensées, Zach s'est approché et a dit qu'il avait déjà pensé à une technique. Quand Laika a compris, Zach était déjà à ses côtés. Elle a écarquillé les yeux, stupéfaite, car Zach a posé sa main sur son ventre. Il a alors proclamé « Dragon de la destruction, art du combat, forme spéciale, coup au ventre ». Et mon ami, Zach a donné un coup plein d'éclairs dans le ventre de Laika qu'elle a définitivement ressenti. Zach a même ajouté « Pika, l'éclair ». L'artiste meurtrier Laika est tombée au sol, prostrée, après avoir reçu ce coup électrique. Elle a même perdu son souffle. Zach l'a regardée et a dit « C'est fini, tu vois, fin du match ». Pendant ce temps, son ami était bouche bée, car Zach avait atteint les 2 étoiles pendant le combat et avait gagné de manière écrasante. Il a alors commenté « Eh bien, Laika, c'était un combat très intéressant. Qu'en penses-tu » Elle n'a pas pu dire un mot, elle était juste en train d'agoniser, ressentant une douleur intense dans le ventre, car ce coup avait fait très mal. Incrédule et encore tremblante, elle pensa « Qu'ai-je perdu ?» Puis, elle a serré les dents de rage, car elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre. Elle se souvint de son passé, quand elle était une toute petite Lekazinha, avec le rêve de devenir la chef de la famille. Elle se rappela de ses 3 grands frères, beaucoup plus forts qu'elle. Elle savait que pour devenir la chef de la famille, elle devait grandir beaucoup plus que eux, car le pouvoir détermine qui sera le prochain chef, et elle ne pouvait absolument pas perdre dans cet endroit. Et ainsi, Zach a commenté « C'est très bien, tu es vraiment forte ». Elle a levé les yeux et a demandé « Quoi ?» Zach a encore dit « Apprendre de nouvelles choses avec toi était vraiment amusant. C'était un temps très bien dépensé. » D'accord, alors Zach a tendu la main vers Laika avec un grand « et sourire sur le visage. Il a dit « Oh, Laika, je ne veux pas me battre avec toi qu'une seule fois. Ce serait vraiment ennuyeux. Alors, qu'en penses-tu? On se bat encore, Laika ?» Elle est devenue toute rouge, car elle a rencontré un garçon beaucoup plus fort qu'elle, et son cœur a commencé à battre plus fort. On peut shipper les deux, non? Et donc, nous en restons là. Si tu veux la prochaine partie, il suffit de demander. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne, et ceux qui peuvent, un grand merci à l'oncle, ça aide beaucoup.